Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute en direct de l'émission Constellation. Il n'y a que dans l'œuvre de Marcel Proust qu'à l'évocation dans une conversation mondaine du nom de Blanche de Castille, l'ambassadeur norpois se donne libre cours à des rappels et à des anecdotes historiques circonstanciées. Certes, cette reine de France a régné en un temps, pour nous reculer, au début du XIIIe siècle. Il n'est pas certain que le XVe siècle français soit mieux connu aujourd'hui et seul Dappy Few pourrait dresser des portraits historiques des rois Charles VII, Louis XI ou Henri VI. Parenthèse, à l'inculture historique plus vivace que jamais aujourd'hui, répond l'inculture géographique de ceux qui clament de la mer au Jourdain et qui, interrogés, ne savent pas situer ces deux entités topographiques. Je clôt cette parenthèse plus contemporaine. Du temps que les collégiens français approchaient encore la littérature, un nom se détachait avec force, François Villon. L'écriture de ses poèmes en moyen français est pourtant d'un abord ardu, puisque même les œuvres de Montaigne, un siècle plus tard, ont été traduites en français moderne. Et ce n'est pas le moindre charme de la langue de Villon que de présenter pour nous modernes tant des archaïsmes qu'une verdeur due à son personnage de mis au banc, de pendard, de gibier de potence, de coquillard. Le mot coquillard désigne un malfaiteur au Moyen-Âge. On prétend même que la bande des coquillards emploie un jargon spécifique aux voleurs. On retrouvera ceci dans une section des œuvres de Villon qui porte précisément le titre « Ballade en jargon ». Et des méfaits, même si nous savons trop peu de choses sur sa vie, le poète en a très certainement commis. Pour évoquer la vie, une partie de la vie de Villon, je me base sur l'introduction de Claude Thiry dans la collection Les Lettres gothiques du livre de poche, sous la direction du professeur Michel Zinc, un éminent spécialiste du Moyen-Âge, de la littérature et de la langue du Moyen-Âge. François de Montcorbier, parisien, fut reçu bachelier en 1449 et maître ès arts dans le courant de 1452. Il devait alors avoir 21 ans. Il aurait été pris en charge, sans doute très jeune, par maître Guillaume de Villon, d'après le village du même nom, près de Tonnerre. Ce Guillaume était chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, à proximité de la Sorbonne à Paris, et ce chapelain lui servit, comme il le dit lui-même, de plus que père. C'est grâce à lui que François put faire des études, conquérir ses grades qui, faisant de lui un clerc, lui donnaient la nomination, c'est-à-dire le droit de prétendre à des bénéfices ecclésiastiques et l'espoir d'une belle carrière. Mais, le 5 juin 1455, Villon devise avec un prêtre nommé Gilles et une certaine Isabeau lorsque survient un autre prêtre, Philippe Sermoise, accompagné de maître Jean Le Merdy. Des coups de dague sont échangés et Sermoise est emporté à l'Hôtel-Dieu où il mourra de ses blessures. Des lettres de rémission par rapport à cette rixe seront accordées en 1456 à Villon. Ensuite, à la Noël 1456, en compagnie de Guy Tabary, de Colin de Cailleux, Petit Jean et un moine picard
nommé Dan Nicolas, les compères ne se préparent pas à fêter la nativité, mais à cambrioler par effraction les coffres du collège de Navarre. Colin de Cailleux fait partie de la bande des coquillards et finira pendu. Arrêté en juin 1458, torturé, Tabary fit des aveux complets compromettant gravement Villon avant d'être libéré contre paiement. Villon est emprisonné à Mains-sur-Loire en 1461 sur ordre de Thibaut d'Aussigny, évêque d'Orléans. Villon aurait fait partie à cette époque d'une troupe de saltimbanques, ce qui était rigoureusement interdit à un clerc. Arrêté, peut-être torturé, il aurait été condamné à la dégradation, c'est-à-dire à la privation de son statut de clerc par Thibaut d'Aussigny. Le 2 octobre 1461, Louis XI faisait sa joyeuse entrée dans Mains-sur-Loire et, à cette occasion, libérait quelques détenus, dont Villon. Ensuite, en novembre 1462, Villon, avec Robin d'Augy, Hutin du Moustier et un clerc nommé Roger Pichard, tous passent devant l'atelier de maître Pierre Ferrebouc, notaire pontifical, qui a participé à l'interrogatoire de Guy Tabary, dont il a été question plus haut. Pichard se met à insulter les scribes, une rixe s'ensuit, le notaire est blessé d'un coup de dague par D'Augy. L'affaire Ferrebouc fut pour Villon le coup de grâce. Arrêté et emprisonné au Châtelet, torturé, il est condamné par le prévôt de Paris à être étranglé et pendu. La condamnation à mort est par la suite commuée en une peine de 10 ans de bannissement de la ville et prévôté de Paris. Ensuite, c'est le 8 janvier 1463 que Villon disparaît sans laisser de traces, entrant tout vif et joyeux dans la légende. Il était nécessaire, selon moi, de donner ces précisions biographiques. Il convient d'évoquer maintenant l'œuvre de Villon, essentiellement divisée en deux ensembles, ce qu'on nomme le Lais, qui est constitué de 40 huitains, c'est-à-dire de 320 vers, et deuxièmement, un deuxième ensemble, le Testament, qui est constitué de 186 huitains, à savoir 1488 vers. À rebours des textes les plus connus, qui seront peut-être évoqués tout à l'heure si j'en ai le temps, c'est-à-dire la ballade des pendus et la ballade des dames du temps jadis, je voudrais évoquer un texte qui est contenu dans le Testament et qui est par la suite nommé par Clément Marot, qui s'intéressera beaucoup à Villon, qui est nommé « Regret de la belle Aumière ». Aumière, c'est en réalité une marchande de aume. N'oublions pas que nous sommes au XVe siècle. Et la désignation label suivie du nom d'un métier est assez fréquente et elle s'appliquait souvent à des commerçantes de vie légère. La belle Aumière était un personnage historique à l'époque où Villon a pu la voir. Elle devait avoir plus de 80 ans. Je donne quelques précisions parce que le texte est d'un abord difficile. D'abord, des sourcils voltis, ce sont des sourcils qui forment une jolie voûte. Un entreœil, en un seul mot, c'est l'espace entre les deux yeux. Et il semble que par rapport au canon du temps, au canon de beauté du temps, cet espace devait être assez conséquent. Des petites jointes oreilles dont il sera question dans le texte impliquent pour la beauté d'une femme qu'elle n'ait pas les oreilles décollées. Et enfin, le mot « sadinet » est un joli mot tombé complètement en désuétude aujourd'hui, qui vient de l'adjectif « sad », mignon et doux, et ça désigne tout bonnement le sexe féminin. Alors, je lis quelques-uns des huitains de ce poème, de cet extrait du Testament, concernant les regrets de la belle Aumière qui regrette sa jeunesse. Qu'est devenu ce front
polis, cheveux blonds, ses sourcils voltis, grand entre-œil, ce regard joli, dont prenouilles les plus subtils, ce beau nez droit, grand nœud petit, ses petites jointes oreilles, menton fourchu, clair vitretti et ses belles lèvres vermeilles, ses jantes épaules menues, ses bras longs et ses mains traîtisses, petit étain, hanches charnues, élevées, propres et factices, à tenir amoureuse lisse, ses larges reins, ce sadinet assis sur grosses fermes cuisses, dedans son petit jardinet, le front ridé, les cheveux gris, les sourcils chus, les yeux éteints, qui faisaient regard et ris dont mains méchants furent atteints, nez courbe de beauté lointain, oreilles pendantes, moussues, le vis pâli, mort et déteint, menton froncé, lèvres possues. C'est d'humaine beauté l'issue, les bras courts et les mains contraites, tes épaules toutes bossues, mamelles, quoi, toutes retraites, telles les hanches que les têtes. Du sadinet, fille, quand des cuisses, cuisses ne sont plus, mais cuissettes, grivelées comme saucisses. Ainsi, le bon temps, regrettons, entre nous, pauvre vieille sotte, assise bas, à crupeton, tout en un tas comme pelote, à petit feu de chenevotte, tôt allumée, tôt éteinte. Et jadis, fume si mignote, ainsi en prend à main et mainte. L'extrait que j'ai lu de cette belle Homière, qui est donc un extrait du Testament, est suivi d'une ballade, là encore c'est sans doute un titre donné par Clément Marot, d'une ballade de cette même belle Homière aux filles de joie. Je précise que dans le texte, le refrain qui vient clore chaque huitain, qui est « ne que monnaie qu'on décrit », signifie que les vieilles n'ont pas plus de cours ou d'existence qu'une monnaie retirée de la circulation. Donc, ballade de la belle Homière aux filles de joie. Or, y pensez, belle Gautière, qui, écolière, souliez être, et vous, Blanche la Savetière, or, étant de vous connaître, prenez à destre et à senestre
n'épargnez homme, je vous prie, car vieille n'ont ne cours, ne être, ne que monnaie qu'on décrit. Et vous, la gente saucissière, qui de danser êtes adestre, Guillemette la tapissière, ne méprenez vers votre maître, tôt vous faudra clore fenêtre. Quand deviendrez vieille, flétrie, plus ne servirait qu'un vieil prêtre, ne que monnoie qu'on décrit. Johanneton la chaperonnière, gardez qu'Ami ne vous empêtre, et Catherine la boursière, n'en voyez plus les hommes paître, car qui belle naît ne perpètre leur mâle grâce, mais leur rit. Laide vieillesse amour n'impêtre, ne que monnaie qu'on décrit. Fille, veuillez vous entremettre, d'écouter pourquoi pleure et crie. Pour ce que je ne me puis mettre, ne que monnaie qu'on décrit. Je voudrais maintenant faire entendre la voix de Serge Reggiani qui va lire la fameuse ballade des pendus. Je voudrais préciser qu'il existe aussi une version chantée par Reggiani, mais que j'ai choisi la version dans laquelle il se livre plutôt à un exercice de diction de cette fameuse ballade. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéçade, dévorée, pourrie, et nous, les os, devenons cendres et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si vous clamons, frères, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas le sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis
envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Pie, corbeaux, nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais, nul temps, nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des à coudre. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tout sa maîtrise, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, à lui n'avons que faire, ne que soudre. Homme, ici n'usez de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Je voudrais maintenant lire une autre ballade, très célèbre elle aussi, qui est la ballade des dames du temps jadis. Là encore, c'est un titre qui a été ajouté, puisqu'il s'agit toujours de huitains qui sont inclus dans l'ensemble des huitains du Testament. Une note très utile précise ceci: ces dames du temps jadis sont des dames de l'Antiquité et de la mythologie, sans doute évoquées d'après le roman de la Rose, qu'en fin lettré, en clerc, c'est-à-dire en homme d'église, François Villon devait bien connaître. Flora est le prototype de la courtisane, comme Thaïs, et cette dernière est associée à Alcibiade, qui est féminisée depuis le XIVe siècle. La cousine est une cousine en action et en beauté. Écho, c'est la nymphe, et on peut constater qu'il y a une gradation sur le plan de la beauté, puisqu'elle a connu un destin plus tragique. Elle a été réduite à une voix, et elle se fait entendre sur l'eau, en souvenir de la fontaine où Narcisse se noya. Enfin, le refrain, c'est-à-dire le vers qui clôt chaque huitain, mais où sont les neiges d'antan, ce refrain est à prendre au sens littéral, c'est-à-dire de l'année dernière, et l'efficacité poétique et dialectique de Villon consiste à juxtaposer dans les strophes l'évocation d'un passé lointain et dans le refrain celle d'un passé beaucoup plus proche. Ballade des dames du temps jadis. Dites-moi où, dans quel pays est Flora la belle romaine, Archipiade née Thaïs, qui fut sa cousine germaine, écho, parlant, quand bruit on mène, dessus rivière ou sur étang, qui beauté, ô trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui Châtré fut et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amour, eut cette Essoine. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrix, Alice à Ramburgis, qui tint le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, où, vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquerrez de semaine où elles sont, nœuds de ces temps, qu'à ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiade née Thaïs, qui fut sa cousine germaine.
écho parlant qu'embrouillon mène dessus rivière ou sur étang. Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui Châtelet fut et puis moine, Pierrès Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essoine. Semblablement où est la reine, qui commanda que Buridan fut jeté à un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté à un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthaud Grand-Pied, Biétrice, Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince n'enquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Bon, on a apprécié, je pense, cette interprétation de Georges Brassens. Et en effet, au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord d'un compositeur, d'un des plus grands compositeurs du XVe siècle, donc un contemporain de François Villon, le compositeur Guillaume Dufay, dont on a écouté un rondeau instrumental interprété par l'ensemble de Jordi Savall. Puis ensuite, une chanson toujours de Guillaume Dufay intitulée « Je me complains piteusement ». Ensuite, la fameuse ballade des pendus lue par le comédien et chanteur Serge Reggiani. Et enfin, l'interprétation qu'a donnée de la ballade des dames du temps jadis, Georges Brassens. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.